messieurs, bonjour. Voici pour le titre, ouverture de la 6e édition du plus grand salon B2B multisectoriel de la République démocratique du Congo, Katanga Business Meeting, au centre des négoces de Moussompo à Kolwezi. La première ministre, Judith Oussouminois, prend part à ces assises autour du thème « Bâtir notre futur », focus sur les objectifs prioritaires. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 7. La revanche du sol sur les sous-sols, ce combat du chef de l'État a fait l'objet d'une œuvre littéraire signée Georges Arthur Forest. L'ouvrage de l'entrepreneur belge a été porté sur le fonds baptismaux par le président de la République. L'Afrique peut nourrir le monde, tel est l'intitulé du livre de Georges Arthur Forest, dont le vernissage a eu lieu ce mercredi 14 mai 2025, ici au fleuve Congo Hôtel de Kinshasa. Invité de marque, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé au vernissage de cet ouvrage qui présente les stratégies pouvant permettre au sol de se venger du sous-sol et sortir l'Afrique de l'insécurité alimentaire. L'auteur du livre, l'homme d'affaires belgo-congolais Georges Arthur Forest, défend la vision d'une Afrique capable de nourrir le monde grâce à ses terres arables, à l'exemple de la RDC qui possède un immense potentiel d'environ 80 millions d'hectares de terres arables. Georges Arthur Forest veut impulser une révolution agricole et mener la RDC vers l'autosuffisance alimentaire. Votre présence m'honore, et je dis, mais en plus, et au-delà de l'honneur, votre présence m'oblige. Elle m'oblige de redoubler d'efforts et d'imagination créatrice. Elle m'oblige à m'investir davantage, à pousser encore plus loin pour que le titre de mon ouvrage résonne de tout son sens. Pour qu'ensemble, conformément à votre engagement et à vos ambitions, dans la continuité de votre action, nous puissions assurer à notre cher Congo sa sécurité alimentaire, première étape vers la souveraineté alimentaire de notre chère Afrique. Portant l'ouvrage sur les fonds baptismaux, le chef de l'État a félicité l'entrepreneur Georges Forest qui a pris à bras le corps son combat de la revanche du sol sur les sous-sols. Merci Georges, merci pour cette contribution très importante à la République démocratique du Congo, mais aussi à l'Afrique, car ça va vraiment être une sorte de Bible désormais pour ceux qui vont se lancer avec nous dans ce rêve de faire de l'agriculture la revanche, en tout cas sur les mines. Les mines qui nous ont causé beaucoup de problèmes d'agriculture qui nous permettraient évidemment de sortir de ce cauchemar et de transformer évidemment les attentes de notre peuple en bonheur. Cet ouvrage littéraire a reçu la bénédiction et le soutien du chef de l'État qui tient résolument à la transformation du secteur agricole. Tout s'est clôturé par une séance de photos des familles. Décédé le 7 mai dernier, c'est hier mercredi que maman Jacqueline Moleka, maman de la vice-ministre des hydrocarbures, Yvine Moleka, a été inhumée au cimetière de la Gombe. Les obsèques dignes de son nom ont été organisées en la cathédrale Notre-Dame du Congo et c'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qu'entouraient plusieurs personnalités politiques, familiales, amis et connaissances de la grande famille Moleka. Suivant ce reportage signé Blandine. Un nom, une histoire, une famille, c'est bien celle de Moleka, du nom de ce grand dignitaire et opérateur économique ayant marqué l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo. L'immense cathédrale Notre-Dame du Congo a refoulé du monde ce mercredi 14 mai à l'occasion des obsèques de maman Jacqueline Ebamba Moleka, veuve du regretté papa Ignace Moleka d'heureuse mémoire. Des funérailles émouvantes qui ont réuni membres de famille, amis et connaissances, mais aussi de nombreuses personnalités politiques de tous bords,
tous rassemblés en cette circonstance douloureuse pour rendre un dernier hommage à cette mère de famille exceptionnelle dont les qualités égrenées à travers les différents témoignages ont décrit son engagement et son dévouement envers sa famille et sa communauté. Maman Jacqueline Ebamba Moleka a été une mère exemplaire et un pilier pour beaucoup de personnes présentes. Ayant pris les commandes de la famille en tant qu'aînée, 8 ans après le décès de ses frères et sœurs, Marie-Hélène, Myriam, David et Timothée, Albert Moleka, 4e de la lignée, a pris la parole en liminaire au nom de la famille. Dans son mot, il a salué la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en cette cérémonie funéraire. Maman Jacqueline vous regarde, elle est fière de vous et se dit honorée par la présence de son fils que vous êtes, a-t-il déclaré. Dans son homélie, l'officiant du jour, Monseigneur Carlos Ndanga, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa, prédicateur choisi pour cette célébration eucharistique, a mis en relief les qualités humaines de la défunte qui fut une femme vertueuse. Ce requiem, en pleine période pascale, est très significatif. Avec Pâques, nous reconnaissons la victoire de la vie sur la mort. Nous proclamons la résurrection avec Jésus-Christ de l'âme de Maman Jacqueline Ebamba Moleka, a dit le prêtre. Née à Léopoldville le 7 avril 1933 et décédée le 30 avril à l'âge d'or de 92 ans, Maman Jacqueline Moleka, mère d'une progéniture nombreuse, dont Wivine Moleka, actuel vice-ministre des hydrocarbures, avait réussi à faire de sa maison un lieu de chaleur, d'amour et de refuge pour tous ses enfants. Un autre temps fort de cette célébration eucharistique fut le dépôt de la couronne de fleurs par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, suivi de son recueillement devant la dépouille mortelle et sa douleur partagée avec les membres de la famille éplorée. L'unité, la cohésion, l'amour et le partage, autant de vertus ayant caractérisé les 92 précieuses années de vie sur terre de Maman Jacqueline. Dimanche dernier, le président de la République avait effectué une visite de compassion à la résidence familiale à Montfleury, histoire de consoler la grande famille Moleka pendant cette dure épreuve. Un temps fort de communion et de réconfort qui n'a pas laissé indifférents les membres de famille présents au lieu du deuil. Je parlais tantôt à l'ouverture de ce journal qui s'est ouvert hier à Kolwezi, le grand salon multisectoriel B2B de la République démocratique du Congo, Katanga Business Meeting 2025, une activité qui a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa, qui a eu des échanges avec différentes couches sociales. C'était bien avant de visiter quelques infrastructures qui seront inaugurées dans quelques semaines. Suivons en image d'abord l'ambiance qui a régné à l'aéroport à son arrivée. Kolwezi en liesse, la première ministre Judith Suminwa Tuluka entre en scène sous les ovations d'un peuple enthousiaste. Sous un ciel éclatant et au milieu d'une foule en effervescence, la chef du gouvernement a foulé pour la première fois le sol du Lualaba ce 14 mai 2025. Une visite chargée d'émotions, de symboles forts et d'un espoir partagé. À son arrivée à l'aéroport de Kolwezi, elle a été accueillie par les autorités locales et diverses composantes de la société civile venues exprimer leur soutien à sa vision de développement. Honorée par un accueil militaire solennel en présence de la gouverneure Fifi Masuka Saini, la chef du gouvernement a communié avec la foule venue en nombre l'acclamer. Ces moments forts symbolisent l'adhésion de Lualabé aux actions de son gouvernement en parfaite harmonie avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs voix de la société civile ont salué l'engagement de la première ministre, en particulier en faveur de l'inclusion de femmes et du développement local.
La première journée de la chef de l'exécutif central est rythmée par des rencontres clés, de visites des infrastructures en construction et va se clôturer par sa participation à l'ouverture officielle du Katanga Business Meeting 2025. Province à une autre, quittant la province de Kolwezi pour la province du Kwango où séjourne le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui a procédé au lancement de la vulgarisation des textes légaux relatifs aux comités provinciaux et locaux de sécurité. Il vise à démocratiser pleinement la gouvernance sécuritaire tout en renforçant la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des citoyens, nous dit Bobo Mokonzi. La sécurité dès la base, un véritable outil des entités territoriales dans le développement de la vigilance tous azimuts face aux différentes menaces sécuritaires en République démocratique du Congo. Programme du gouvernement porté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani. La province du Congo est désormais la 4e entité à bénéficier de cette réforme novatrice. Les comités provinciaux et locaux de sécurité constituent à présent un cadre formel de coordination, de concertation, de prévention et d'alerte, renforçant ainsi la collaboration entre institutions étatiques et communautés. Je présume que les acteurs publics et étatiques que vous êtes iraient désormais aborder vos fonctions et gouverner autrement, de manière à concourir avec efficacité au renforcement de l'autorité de l'État dans vos domaines de services respectifs. Avec la mise en œuvre de cette réforme dans cette zone, en proie à l'insécurité avec la ministre Mobondo et autres formes de criminalité, le gouvernement congolais, par le biais de la vice-primature de l'Intérieur, s'engage à enrayer ces phénomènes demeurés comme un insoluble. Désormais, la tenue régulière des réunions de sécurité avec la participation effective et active des responsables des services et celle de la population, notamment lors des réunions des comités de sécurité élargis, est une obligation. Cette initiative s'inscrit dans la deuxième pilier du gouvernement central, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place la sécurité des citoyens et leurs biens au cœur de son action. Le gouvernement de la République tient à plus d'efficacité dans le travail au sein de l'administration publique. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature d'un cadre organique au sein des différents ministères. Hier, c'était le tour du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nadine Kiloucho. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature des cadres et des structures organiques du secrétariat général du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Remis à Mme Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'ESU, ce cadre organique vise à renforcer la gestion des ressources humaines au sein de l'administration publique. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas qu'une petite cérémonie administrative. C'est en réalité une véritable interpellation collective. Nous sommes interpellés sur ce que nous devons faire absolument pour sauver l'université congolaise. Tout en veillant, bien sûr, que le recrutement pouvant se fasse de manière compétitive et qualitative. Les présidents nous interpellent. Ils nous disent, attention, il faut rajeunir. Il faut rajeunir, mais que ce rajeunissement soit un rajeunissement qualitatif et compétitif. Qualitatif parce que ne vient pas là qui veut, surtout pas lorsqu'on parle de l'enseignement supérieur. Compétitif aussi parce qu'il faut accorder toutes les chances à tous les jeunes de la République. Grâce à ce cadre organique, l'administration de l'ESU bénéficie d'une cartographie claire de ses structures internes permettant de mieux maîtriser les effectifs. Je tiens à remercier le président de la République pour sa vision et surtout l'accompagnement de notre première ministre. Je remercie le vice-premier ministre de la fonction publique pour l'appui technique qu'il a apporté
à notre sous-secteur. Ce cadre va nous permettre de maîtriser les effectifs et d'asseoir notre administration. La réforme de l'administration publique est en marche et elle se poursuit avec rigueur, méthode et détermination sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. Cap vers le quartier Bassoko, nous sommes là dans la commune de Ngaliema où les habitants sont étouffés sous les embouteillages causés par le camion remorque stationné aux alentours de la société Mino Congo. Les usagers des avenues Konda Konda, Massamba et Oua lancent ainsi un cri d'alarme aux autorités de la ville pour décompter cette situation. C'est un reportage de notre confrère Rigan Shindano, commenté ici par notre confrère Iverson Kababa. Nul n'est au-dessus de la loi, assertion incomprise par certains usagers de la route. Le cas le plus illustratif est de cette présence massive de véhicules poids lourds le long des avenues Konda Konda au Grand Bazar au quartier GB dans la commune d'Ngaliema entrave depuis plus d'une semaine la circulation routière dans ces coins de la capitale Kinshasa. L'utilisation d'une des deux bandes de l'avenue Konda Konda comme parking de ces engins de la société Mino Congo crée des embouteillages le jour comme la nuit. Un trajet de 15 minutes peut vous coûter plus de 2 heures, d'où le SOS de la population. Lorsque le véhicule, les remorques occupent une bande et d'autres remorques occupent une autre bande à côté, il n'y a qu'un petit conduit qui reste où le petit peuple se débrouille maintenant pour passer avec des véhicules, des voitures et des motos que vous êtes en train de voir ici. Donc la route est devenue pour cette société, n'est-ce pas, son garage. Il y a des problèmes de stationnement avec des camions, c'est de l'entreprise de Mino Congo qui nous empêche vraiment à aller à temps à l'école. Au croisement des avenues Konda Konda, Massamba et Oya, aux alentours de la société Mino Congo, plus de 50 remorques stationnées depuis quelques semaines et occupent une bande sur cette avenue, à en croire la population qui déplore l'anarchie et le non-respect du règlement d'ordre public par cette entreprise. Les engins de cette société de farine se sont appropriés la chaussée comme zone de stationnement et la voie s'est rétrécie. Cette situation occasionne des embouteillages tout le jour durant plus d'une semaine. Nous invitons les autorités à intervenir. Les habitants de GB dénoncent cette invasion devenue récurrente qui rend difficile la circulation des transports en commun. Les embouteillages à Kinshasa relèvent aussi des problèmes comportementaux. Il faut que nous fassions un travail aussi là-dessus. De son côté, la société Mino Congo a rejeté sa responsabilité, à en croire son chargé de communication, refusant de paraître. Pour lui, ces camions appartiennent à une autre société, pas à Mino Congo. SOS bien capté par l'hôtel de ville de Kinshasa qui s'avance en guerre contre le mauvais stationnement de gros véhicules de la firme Mino Congo devenu Moulin de Kinshasa au quartier GB. Vous l'avez suivi tout à l'heure, c'est dans la commune de Kitambo. Le ministre provincial du transport Bob Amisso a fait une descente sur place, question d'en avoir le cœur net. Pierre Ombouyo était dans sa suite. Après avoir épuisé toutes les voies administratives, le ministre provincial des Transports et de la Mobilité urbaine de la ville-province Kinshasa, Bob Amisoyo Kalumbila, s'est rendu ce mercredi 14 mai 2025 dans le quartier Bassoko, plus connu sous le nom de GB, dans la commune de la Gombe afin de rétablir l'autorité de l'État. Les deux autorités accompagnées de leurs collaborateurs, tant politiques qu'administratifs, ont pénétré dans la concession de la société Grand Moulin de Kinshasa pour tenter d'échanger avec ses responsables. Malheureusement, ces derniers ont fait preuve de mauvaise foi en refusant catégoriquement tout dialogue. Sur terrain, plus de 20 remorques étaient stationnées des deux côtés de plusieurs avenues, notamment l'avenue de l'OIA, en totale violation à la réglementation en vigueur, causant de graves perturbations à la circulation et à la mobilité urbaine. Cette intervention fait suite à de nombreuses plaintes des usagers de la route, excédés par l'anarchie générée par le stationnement désordonné des véhicules appartenant à la société Grand Moulin de Kinshasa. Il était grand temps que l'autorité provinciale intervienne pour venir au secours d'une population qui depuis trop longtemps souffre au quotidien et perd un temps précieux à cause de cette situation chaotique. L'action des autorités repose sur des bases légales solides. Selon l'article 23 du nouveau code de la route, tout arrêt et tout stationnement des véhicules sur la chaussée sont interdits. C'est donc conformément à ce texte que les autorités provinciales
sont descendus sur terrain pour constater le fait, interpeller les contrevenants et les cas échéants, appliquer des sanctions. Soulagés par cette action, les habitants du quartier GB n'ont pas manqué de faire entendre une nouvelle fois leurs cris de cœur et de détresse en espérant que cette opération marquera enfin la fin du calvaire imposé par l'ex-Mino Congo. Et dans la même optique, notez aussi que l'avenue Itaga, cette grande avenue jadis très praticable, est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Elle met en mal le fonctionnement du collège Saint-André qui est à côté. Et pour y accéder, les élèves sont obligés de faire de longs détours. Les habitants environnants lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Dans la commune de Kinshasa, non loin du marché Zando, l'avenue Itaga est devenue un symbole de détresse pour les habitants et en particulier les élèves du collège Saint-André. Chaque jour qui passe, ces enfants se battent contre des conditions déplorables de cette route avec un accès difficile pour ces élèves à cette école. L'avenue Itaga est aujourd'hui plongée dans la boue pendant la saison des pluies. Les élèves de ces collèges sont contraints de se rendre à l'école en botte pour éviter de salir les ketchs achetés au prix des sacrifices par leurs parents. Ces enfants, aujourd'hui, lancent un cri de détresse aux autorités de la ville de Kinshasa et au gouvernement central. On est obligé de porter chaque jour des bottes parce que l'avenue n'est pas bonne, il y a trop de boue. Des fois, les quêtes, ça se salit et ce n'est pas facile de nettoyer ça. C'est pour cela que je demande au gouvernement d'arranger notre avenue parce que notre école est très belle. La route, quand on marche, il y a toujours des boues pour abîmer de ketch. Quand on marche, c'est facilement pour laver les bottes, mais le ketch, c'est pas facile. Ça reste avec la saleté et ça abîme les ketch. Je demande au gouvernement qu'il puisse arranger notre route pour bien porter les ketch comme les autres écoles. Je vais dire à notre gouvernement qu'il puisse bien arranger le route de notre école pour qu'on puisse porter les ketch régulièrement comme d'autres écoles le font. Les conditions d'accès difficiles impactent la fréquentation, déclare l'abbé curé, qui remercie l'honorable Didier Mbouy Mundela pour son intervention en vue de démarrer les travaux. L'élu de Lukunga, saisi, est venu déposer sa contribution pour le curage des caniveaux. Je vais plaider auprès des autorités compétentes. Mais dans un premier temps, je vais apporter ma petite pierre pour ne fût-ce que soulager. Mais le plus gros de travaux, je ne saurais pas. Ce n'est pas moi qui répare les routes. Moi, je ne suis que celui qui parle au nom de la population, parce que c'est ça mon mandat. Pour Didier Mundela, il est impératif que les autorités prennent conscience de l'urgence de la situation et agissent pour améliorer les conditions de vie et d'éducation des enfants. La réhabilitation de l'avenue Itaga est plus qu'une nécessité, c'est un impératif pour l'avenir de toute une génération. Merci Robert Ndaye pour ce beau reportage vers une collaboration étroite entre le ministère de la formation professionnelle et la Commission internationale du bassin Congo Ubangi Sanga qui est sous la gestion de l'école régionale de formation au métier de la navigation intérieure. Et dans une séance de travail intervenue le samedi dernier, les deux parties ont évoqué un partenariat afin de booster l'intérêt des jeunes à apprendre le métier de navigation. Il était question au cours de cette visite de voir comment asseoir un mécanisme de collaboration qui puisse permettre la formation en masse de jeunes Congolais au métier de la navigation, un secteur pourtant noble, mais parfois négligé par plus d'un, alors que ceci est la voie idéale, non seulement pour aider les jeunes à l'employabilité dans ces secteurs, mais aussi aider le pays à avoir un personnel navigant jeune et bien formé pour remédier aux problèmes de la défaillance à la base de nombreux accidents. La formation professionnelle est là pour apporter des solutions, de monter l'importance du centre pour former au regard, notamment pour trouver les réponses en ce qui concerne maintenant tous les naufrages dans notre pays. C'est tout simplement le personnel n'est pas formé. Et aussi passer les accords et les collaborations avec SICOF et notre pays qui est un pays siège doit vraiment bénéficier de cet instrument. Dans une séance d'échange avec à la tête de la partie SICOS, le docteur Marie-Thérèse Itongo, son directeur général, les deux délégations ont évoqué plusieurs questions de fond pour permettre de parvenir aux objectifs poursuivis, le cas de la question de certification de diplôme après formation et de besoin de financement côté gouvernement et même la disponibilité de bourses d'études au profit de jeunes, car l'école est payante, même si le gouvernement apporte aussi sa part pour combler les écarts sur le coût annuel d'études.
À l'occasion de cette séance d'échange, le ministre de la formation professionnelle, Maître Ikila, a eu droit à une visite guidée de l'ensemble du centre, du bureau de directeur pédagogique aux salles de classe, cafétéria, salles de formation pratique ou encore de salles de formation en mécanique générale. Je suis satisfaite de nos échanges et je pense qu'une collaboration va s'établir entre le ministère de la formation professionnelle et la SICOS. Et je suis certaine que nous aurons des résultats probants d'ici là. Maître Marc Ikila a découvert un centre de formation capable de répondre aux besoins d'offrir à la République un personnel navigant bien formé. École de navigation de l'entreprise ONATRA, Office national de transport, qui a assuré depuis sa création la formation de son personnel navigant affecté à l'exploitation de ses unités navales sillonnant le fleuve Congo et ses affluents. C'est en 2007 que cette école est passée de l'école de navigation de l'ONATRA à l'école régionale de formation de navigation intérieure, dont la gestion a été confiée à la Commission internationale du bassin Congo-Ouganda, Songa, SICOS. Parlons sécurité avec cette délégation mixte de droits de l'homme, MONUSCO et le PDDRCS, qui ont eu une séance de travail hier, mercredi, au gouvernorat de la province de l'Ituri, en toile de fond, l'opérationnalisation de la justice transitionnelle pour la résolution pacifique des conflits en Ituri. Reportage. En suivant la ligne droite du président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de restaurer la paix dans l'est du pays, en Ituri, les gouverneurs Lubuya et ses partenaires appuient sur l'accélérateur pour les retours rapides de la paix et la résolution pacifique des conflits à travers la justice transitionnelle. Le chef du bureau de la MONUSCO Ituri a circonscrit le cadre de cette mission mixte. La MONUSCO travaille avec le gouvernement dans le cadre de recherche de la paix. Vous connaissez bien toutes les démarches qu'on a fait ensemble avec les gouverneurs ici, avec les communautés, avec tout le monde, même avec les groupes armés, pour qu'on puisse rétablir la paix. De son côté, M. Eric Messimoine, représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, souligne que la justice transitionnelle doit être appliquée comme levier pour résorber le cycle des violences en Ituri. Il faut tout à fait en face développer ensemble des voies et moyens, des mécanismes pour mettre fin au cycle d'impunité, pour renforcer les compétences du système judiciaire, d'agir sur les questions de réparation et plus que certainement de travailler à ce que la dynamique du désarmement, du relèvement communautaire et de la stabilisation prenne effet et produisent des résultats concrets. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Kashamadjoni de demander à la population iturienne de saisir cette opportunité. C'est vraiment une opportunité. Ils sont venus nous parler de la justice transitionnelle et qui est un pilier du PDDRCS. Parce que là, nous allons parler du pardon, nous allons parler de la réconciliation. Aujourd'hui, nous voulons donner ce message à tous ces grands acteurs qui sont là, qu'ils aient encore le répercuter dans les communautés pour dire à ces chefs de groupes armés, à ces membres de groupes armés que voilà, aujourd'hui, nous tendons encore nos bras pour que vous nous rejoigniez. Avant que cette justice s'applique, mais que vous parliez. C'est ce qui est important. Aujourd'hui, nous allons avoir la société civile, nous allons avoir les chefs coutumiers qui sont des grands responsables. Ils sont devant leurs responsabilités. Depuis l'instauration de l'état de siège, l'approche non militaire a beaucoup contribué au rétablissement de la sécurité, de la cohésion sociale et de la paix. Puisque nous parlons sécurité, parcourons rapidement ces communiqués du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui informent l'opinion nationale et internationale que l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC persistent dans la commission d'actes constructifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans les zones sous leur occupation. Le fait organisation du 10 au 13 mai 2025 d'une série d'opérations de traque contre les populations civiles assimilées à tort au FDLR, FARDC ou encore au Wazalendo dans la ville de Goma, le territoire de Nirangongo et celui de Massissi, précisément dans les quartiers de Ndosho, Mugunga, Lac-Vert, Katoyi, Majengo, Sake et Kimoka.
Les bilans fait état de 107 assassinats, plus de 4000 hommes et jeunes garçons enlevés et embarqués de force dans des camions vers une destination inconnue, des centaines de cas d'exécution sommaire, des viols, des tortures, de pillages, de restrictions à la liberté de circulation, ainsi que d'incursions dans des structures sanitaires. Installation sur le sol congolais de familles rwandaises munies de cartes d'identité rwandaises, fait qui vient appuyer les différentes dénonciations formulées par le gouvernement au sujet des actes d'épuration ethnique et de repeuplement organisés par Kigali, chasse à l'homme ciblant de personnes sous statut de réfugiés vivant dans les zones sous occupation. Les ministères de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières poursuivent donc méticuleusement le monitoring de ce crime commandité par Kigali et rappellent que ceci appelle à une prise en charge judiciaire appropriée afin que justice soit rendue en faveur du peuple congolais et de la République démocratique du Congo. C'est un communiqué signé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Chabani Louko. Autre chose, notez que les géomètres de la République démocratique du Congo étaient à l'honneur le mardi 13 mai dernier. Il s'agissait là du 62e anniversaire de la Journée nationale des géomètres. Depuis son instauration en 1963, en Ituri, cette célébration n'est pas passée inaperçue. Elle a été marquée par une campagne de sensibilisation et de conscientisation sur le rôle du géomètre dans la bonne gouvernance foncière. Reportage. Le technicien verrait à la base de la mauvaise gestion de terre en Ituri, source de conflits de limites dans cette province en proie à l'insécurité, s'expose à des sanctions sévères. Mise en garde du conservateur de titres fonciers de la circonscription de Bunia, Faustin Adjoku. C'était à l'occasion de la célébration de la journée nationale de géomètres dédiée le 13 mai de l'année. En cette journée, je ne jetterai pas seulement des fleurs aux géomètres, mais aussi il y en a qui sont des brebis galeuses. Mais nous profitons de cette journée pour dire que ceux qui ne marchent pas dans le droit chemin, nous sommes appelés à les redresser. Afin que tous nous soyons unis pour accompagner l'autorité provinciale à réaliser sa mission du développement de l'Ituri. Même message d'interpellation du directeur chef de service venu de Kinshasa, représentant la ministre d'État des Affaires foncières. Et on profite de cette occasion pour lancer un message interpellateur de ce technicien qui est un pilier principal dans la gestion foncière, qu'il abandonne les mauvaises habitudes, qu'il abandonne les antivaleurs et qu'il adopte toutes les qualités que doit revêtir un géomètre. Pour sa part, le conseiller du gouverneur en charge des ITPR a appelé le géomètre au respect de l'éthique et de la déontologie cadastrale. Il demande aux géomètres de respecter la déontologie cadastrale. Parce que les problèmes que nous traversons aujourd'hui en Ituri, c'est lié au foncier. Pour immortaliser cette célébration et sceller un lien d'amitié et de consolidation de la paix entre les agents, il s'est joué un match de football au terrain de Kindia entre la circonscription foncière de Bunia et celle de Djoukou. Score final 3-2 en faveur de la circonscription foncière de Djoukou. Fin de cette édition du journal de Jacques Ababa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous disons infiniment merci à Mamita Bangoulou.